Ce programme vous est offert par Orange. La situation économique tant nationale qu'internationale a fait l'objet de la Troïka spéciale présidée ce mardi par le Premier ministre Matata Ponyo. Sur le plan national, le taux de croissance est resté à 7,7%, largement au-dessus de la moyenne des pays subsahariens. Et puis les guichets de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo ont rouvert ce 5 avril à travers toute l'étendue du pays. Ceci est la conséquence des concertations clôturées lundi entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement de la République. Bienvenue sur Télé 50 dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Troïka spéciale ce mardi à la primature. Le chef du gouvernement a tenu à faire respecter le rendez-vous hebdomadaire arrivé hier à Kinshasa en provenance d'Éthiopie où il a pris part à la semaine de développement africain. Matata Ponyo a réuni les différents membres de cette structure afin de passer en revue les situations économiques tant nationales qu'internationales. Et sur le plan national, tenez, le taux de croissance est resté à 7,7%, largement au-dessus de la moyenne des pays subsahariens. Le compte rendu avec le ministre des Finances, Henri Yave. Au niveau national, le taux de croissance aujourd'hui sur base des réalisations de production au mois de novembre 2015, donc ce taux se situe à 7,7%, mais il est vrai que nos services, tant au niveau du ministère du Plan qu'au niveau de la Banque centrale, sont en train de finaliser les travaux pour que nous ayons des indications plus précises en ce qui concerne le taux de croissance pour l'exercice 2015 qui couvrirait l'ensemble de l'année. À côté de cela, en ce qui concerne les taux d'inflation, on note que ce taux est pour le mois de mars de 0,16%. Et en ce qui concerne le taux de change, on note également une dépréciation, une légère dépréciation du taux de change qui passe de 941 francs congolais les dollars à 960 francs congolais les dollars. En ce qui concerne les finances publiques, nous venons de clôturer le mois de mars avec un léger excédent de 2 milliards. Naturellement, si on clôture le mois avec les données de ce jour, il va de soi que le montant de l'excédent va légèrement augmenter et qu'au mois d'avril, c'est une échéance fiscale. Nous aurons certainement aussi à terminer le mois avec un autre excédent. Dans le même secteur de l'économie, les guichets de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo ont rouvert normalement à travers toute l'étendue du pays ce mardi 5 avril. Ceci est la conséquence des concertations clôturées hier lundi entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement de la République. C'est une réouverture timide, constatée notamment à l'agence de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, située non loin de la SONAS, sur le boulevard. Par contre, à la BIAC située non loin de l'INSS, rien ne présage le début des activités. Après des remous observés la semaine dernière à travers toute l'étendue du pays, la Banque centrale du Congo, en tant qu'institution de régulation des banques, a décidé de prendre les choses en main afin d'en découdre avec la crise que traverse la BIAC. Au total, 150 agences de la 4e banque de détail du pays sont concernées. Une enveloppe de la Banque centrale du Congo pour la BIAC devrait être entérinée par le Premier ministre Matata Ponyo dès son retour d'Addis Abeba, où il a assisté à la réunion conjointe de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Selon des estimations, l'enveloppe de ce financement s'élèvera entre 40 et 50 millions de dollars. Elle sera composée d'un réescompte de 16 milliards de francs congolais, une garantie du gouvernement sur des créances publiques et d'un refinancement. L'objectif de cette enveloppe est de rassurer les autres banques qui ne se prêtent plus entre elles
et d'éviter le bank run des 340 000 déposants de la BIAC. La validation des standards opérationnels pour l'évaluation de l'âge de l'enfant sorti des forces et groupes armés était au centre de l'atelier tenu ce mardi dans la salle polyvalente de l'UNICEF sur place à Kinshasa. Déclaré ouvert par le vice-ministre de la Défense nationale, les assises connaissent la participation de la délégation gouvernementale, des partenaires bilatéraux ainsi que des différents experts. Tout a commencé par la présentation de l'état des lieux par l'administrateur de la démobilisation, désarmement et réinsertion grévistes d'Inde. Il a retracé l'historique et le cadre juridique jusqu'à l'accord global et inclusif des Sun City, de la situation évolutive du DDR et enfin soldats en chiffres, portant les 11 013 en 2004 jusqu'à ce jour où un délistage est sans vite. Annalisa Merciaï, chef de la section protection de l'enfant, qui a représenté l'UNICEF, s'est apaisantie quant à elle sur la présentation du standard. Elle a également évoqué les principes des bases et les suivis après évaluation d'âge. Le vice-ministre de la Défense nationale a dans son mot d'ouverture souligné haut et fort qu'il y a plus de candidats au recrutement que des places au sein des FARDC. Pas de place pour les enfants soldats, a-t-il affirmé. La vérité est que l'appel lancé par le président de la République et commandant suprême aux filles et aux fils de ce pays de servir sous le drapeau a été bien suivi. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons plus de candidats que des besoins parce que pour recruter, il faut suffisamment de moyens. Donc, il y en a que nous refoulons même. Et dans ces conditions, nous n'avons qu'un intérêt à avoir les enfants. Nous n'avons pas d'enfants soldats au niveau des FARDC. Et aux partenaires bilatéraux, il y a une transparence totale avec l'UNICEF à qui nous avons ouvert les portes des lieux de recrutement. Nous demandons le délistage immédiat. Délistage immédiat au niveau du Conseil de sécurité, qu'on puisse délister la RDC de la liste noire des États qui utilisent les enfants, parce que nous n'en avons pas. Le vice-ministre de la Défense nationale, René Siboumatoubuka, a clôturé ses assises dans la soirée, après lecture des 5 recommandations peaufinées par les experts, contenant les principes des bases et les processus de l'évaluation. Dans l'actualité également, un atelier de lancement du projet d'appui au recensement général de la population et au renforcement des bases de données sociales s'est ouvert ce mardi à Kinshasa. C'est le vice-ministre du Plan, Franklin Chiamala, qui a procédé au lancement de ces travaux. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère du Plan, vise à atteindre 5 objectifs essentiels, notamment renforcer la compréhension des parties prenantes sur le projet, mais aussi les informer sur l'état d'avancement du 2e recensement général de la population, sans oublier la promotion de la visibilité des activités menées autour du projet. Je vous propose d'écouter tour à tour le vice-ministre du Plan et le représentant résident de la BAD en RDC. Les recensements, ce n'est pas une activité banale, c'est une activité de haute portée technique et même scientifique, pourquoi pas politique, surtout dans un pays comme le nôtre, qui a connu une rupture en matière de cette activité-là. Ça ne se déploie pas n'importe comment quand on veut. Ça veut dire qu'on ne se réveille pas un matin pour commencer un recensement, ça se prépare. Ces activités-là visent à procurer à ces structures les outils nécessaires au déploiement assez efficient de ces recensements-là pour que, à terme, nous puissions avoir les résultats qui sont escomptés. Nous appuyons effectivement le gouvernement dans cette opération aux côtés d'autres partenaires au développement. Et le ministre a donné une idée du niveau actualisé des dépenses relatives aux travaux du recensement général de la population et de l'habitat, mais également, en ce qui concerne ce projet particulièrement, la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des structures de collecte, production de la statistique et d'analyse. Et donc nous nous situons à ce niveau et j'avais indiqué aussi que ce projet vise à doter les structures spécialisées en équipement, mais en formation aussi, c'est-à-dire apporter à ces structures des moyens pour que les cadres puissent être formés.
Direction le Palais du Peuple où la questeur de l'Assemblée nationale a réuni les femmes de cette institution ce mardi pour clôturer le mois de la femme qu'elles ont célébré à leur manière. Genre et leadership féminin, c'est le thème qui a été débattu au cours d'une conférence débat organisée par ces femmes de la Chambre basse du Parlement dans la salle de banquet. Suivez. Un moment d'échange. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir de remercier la structure point focal genre pour cette opportunité de partage. La tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre du processus de la mise en œuvre de la parité homme-femme à l'horizon 2030. Et de débat autour de Élysée Mounemboué, questeur de l'Assemblée nationale qui a, sous le thème genre et leadership féminin, exhorté l'ensemble de la communauté féminine de l'Assemblée nationale sur la nécessité de travailler d'arrache-pied pour briser les obstacles à l'égalité de sexe. La parité est une opportunité qui s'offre à toute personne ayant les capacités intellectuelles requises pour pouvoir accéder à l'emploi ou à un poste décisionnel, et c'est sans considération aucune de la race ni du sexe. La compétence associée au leadership reste la clé de leur combat et toutes femmes doivent en être conscientes, insiste Élysée Mounemboué. J'en appelle ainsi à une prise de conscience de la femme qui doit, à l'occasion de cette célébration, se focaliser sur la réflexion autour des efforts à conjuguer pour promouvoir davantage ses droits et accéder à l'égalité tant souhaitée. La questeur croit fermement en la capacité de ces femmes de relever les défis qu'impose un leadership fort en vue d'apporter leur contribution à la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Délabrement des infrastructures routières, les usagers de la route lancent un SOS. Certains déplorent le délabrement observé quasiment sur toutes les routes et pointent du doigt les entreprises de grands travaux. D'autres, par contre, pensent que les usagers sont les premiers destructeurs. Guy Chungu a fait la ronde, il nous en donne les détails. Tout a commencé par la pose de cette première pierre. Nous sommes en 2006, année à laquelle les 5 chantiers ont vu le jour. Ces programmes de reconstruction nationale visaient à offrir aux Congolais des infrastructures de qualité. 80% du travail était confié aux entreprises chinoises, Crec et Sino Hydro, sous la supervision de l'agence congolaise de grands travaux. Et les résultats étaient éloquents. Je suis natif de Massina. Quand je vois des grandes réalisations comme ça, je suis très content parce que j'ai vécu des républiques et des républiques, je n'ai pas vu ça. Des années plus tard, suite au manque d'une politique efficace d'entretien, les routes ont connu progressivement de problèmes. Le premier à être indexé, les entreprises de grands travaux. Ces chauffeurs trouvent de mots justes pour les dénoncer. Si les Chinois quand même que non. En tout cas, mais un avis qui ne partage pas cet habitant de Massina, commune réputée hier hostile aux actions du gouvernement. Mais loko moi souci que le mingi na senga bande na ba congolais bazo tonga balabala et puis bisonne to abata liboso ko boma to bomona mtu mususu mwa mai ya bimana na lupango na ye obwaka na makadam wa salite ya kubwaka et puis ce qui a traité zaté à chaque fois balabala bande kufara. Il faut donc une vraie prise de conscience des usagers de la route, surtout sur l'utilisation de la chaussée. La qualité est déjà assurée, rajoute ses passants. Qualité, mais manque de civisme. Il y a beaucoup de population. Excusez-moi le terme. Pour critiquer encore la mission. Donc c'est ça. Oui, bien sûr, l'agence des grands travaux fait son travail. Mais maintenant, elle doit faire aussi la suivi. Juste après le travail, voir comment on entretient cela. Et puis cela revient aussi de la compétence de l'autorité urbaine. La ville doit aussi prendre ses responsabilités pour
accompagner les efforts des grands travaux. De construction à renommée internationale par l'agence de grands travaux pour l'exécution des travaux avec des résultats plutôt satisfaisants. Rendons-nous dans la province de la Mongala où la commissaire spéciale Marcel Mondjiba a reçu une tonne de médicaments et un lot important de motos. Cette dotation du gouvernement central a été présentée à la population qui est venue nombreuse la réceptionner au port de Lissala. Marcel Mondjiba, qui poursuit sans désemparer sa mission, a indiqué que ces motos permettront au personnel administratif de pouvoir se déplacer aisément. Elle a par ailleurs inspecté les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif du gouvernorat. Suivez. Chose promise, chose due. Un tonnage important des produits pharmaceutiques pour enfants et adultes, ainsi qu'un lot de motos, dotation du gouvernement central à la province de la Mongala, sont bel et bien arrivés au port de Lissala. Sur place, la chef de l'exécutif provincial a fait elle-même le déplacement pour réceptionner ces intrants. C'était sous des ovations et des hurrahs des peuples mongalais qui ont salué la pugnacité de Marceline Mondjiba, soucieuse de parachever sa mission. Ces motos ici, c'est pour le personnel, les cadres de la province, de l'administration. Nous avons pensé à eux. Comme la majorité n'ont pas de moyens de déplacement, nous avons pensé que si on peut doter à chacun d'eux de moyens d'une moto, ça sera une bonne chose. Et ces médicaments, c'est un don du ministère de la Santé. Les médicaments arrivés à bon port, la numéro 1 de la province de la Mongala a aussi adressé un mot au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Je vous dirais tout simplement que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a fait un bon choix. En nommant des femmes, vous savez, les mamans sont toujours sensibles par rapport aux réalités de terrain, par rapport à la question sociale qui touche directement la population. Pour faire affiche complète, la dame de fer de la Mongala a présenté ses dons à la population. Marcel Mondjiba est allé inspecter les travaux de réhabilitation et d'aménagement du bâtiment administratif du gouvernorat de province. De l'avis de techniciens, les travaux avancent à pas de géant. D'ici la fin du mois d'avril, cette bâtisse revêtira sa plus belle robe d'Adam. Allez, ouvrons notre page sportive à présent. De plus en plus crédible sur le continent, le football de la RDC ne cesse d'être admiré par plus d'un sportif. Le dernier, c'est l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, Didier Zokora, qui a salué le sacre de la RDC au dernier championnat d'Afrique des Nations, Val de Simoyamba. Ce sont eux qui ont remporté le championnat d'Afrique des Nations. La consécration de la RDC à la 4e édition du CHAN est un signal fort de la bonne santé du football congolais sur les continents africains, a déclaré l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire au sortir des échanges avec le ministre des Sports, Denis Kambaye. Moi, c'est une fierté d'être là. On a parlé de beaucoup de choses sur le plan footballistique, de la francophonie du football africain. Et j'ai aussi félicité le ministre, son Excellence, par rapport à la CHAN qui a rapporté le Congo. Et on a parlé de promouvoir le football africain au sommet. D'autres explications, cette fois, photos en appui, lui ont été fournies par les ministres des Sports. Question d'étendre sa connaissance sur l'après-CHAN à Kinshasa, capitale de la RDC. Le football congolais a en train de prendre de l'envergure sur le plan africain par rapport à ce qu'a fait le club Matende en Champions League, ce qu'a fait aussi la sélection du Congo en CHAN et ce qu'ils font en ce moment avec les joueurs qui arrivent maintenant en sélection, c'est formidable le football congolais déjà. Avec ses 150 sélections nationales, Didier Zokora a certes raccroché avec la sélection ivoirienne, mais demeure encore actif, a-t-il confié. J'ai 2 contrats à signer, soit à Dubaï et aux États-Unis. Donc là, j'attends le mercato. C'est bientôt là, au mois de mai. On verra bien. J'ai arrêté avec la sélection parce que j'ai fait 5 Coupes d'Afrique, 3 Coupes du Monde. Je suis le joueur le plus capé de la Côte d'Ivoire. Outre l'âme sœur qu'il est venu chercher à Kinshasa, en souvenir de son passage en RDC, l'ancien capitaine de la sélection ivoirienne est reparti avec quelques présents lui offerts par les ministres des Sports. Et puis la 4e édition du tournoi dit de cohésion et de l'unité nationale initié par Papi Tamba s'est clôturée dimanche terrain Bobokoli dans la commune de Ngaliema. 24 équipes ont pris part à cette compétition qui servait également de détection des talents dans cette partie de la capitale. Et c'est l'équipe de Boudjala qui s'en est sortie victorieuse en battant en finale Aigle Vigilant sur le score étriqué de 2-1. Regardez. Terrain Bobokoli. Nous sommes en plein cœur de la municipalité de Ngaliema, précisément au quartier d'Elvo, où le jeune avait un rendez-vous avec le football
Objectif, prendre part à la finale de la 4e édition du tournoi dit de cohésion nationale, dont l'initiateur est Papi Tamba. L'événement sportif doit se clôturer dans quelques heures. Voilà ce qui a poussé ce jeune à effectuer ses déplacements. Et même, quelques autorités du pays sont présentes, notamment les ministres des Sports, Denis Kambaï, et celui de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Et sur l'heure des Jeux, la finale oppose Aigle Vigilant, habillé ici en jaune et vert, et Boudjala, de rouge vêtu. Le premier club à trouver le chemin du filet, c'est Aigle Vigilant, après ses contrôles de la main en pleine surface de réparation. Penalty, vite et transformé, 1-0. Sans lâcher prise, Boudjala égalise sur une action confuse. Et puis, il passera même devant après cette balle arrêtée, jouée en 3 temps. En conclusion, c'est un deuxième but magnifique. 2-1, score maintenu jusqu'au coup de sifflet final. Jouer un match comme ça jusqu'en finale sans incident, nous félicitons vraiment les organisateurs pour ça et la discipline aux jeunes eux-mêmes. C'est très important que nous les jeunes qui sommes au gouvernement, nous les jeunes qui sommes dans les institutions, que nous puissions nous impliquer dans des activités d'encadrement des jeunes. Nous devons dire aux jeunes qu'il faut qu'ils restent à la maison, qu'ils fassent le sport, qu'ils soient encadrés, qu'ils n'aillent pas dans la rue quand on leur demande d'aller détruire. Après 1 mois et demi de compétition, les tournois de cohésion s'est achevé dans une ambiance de famille. Des enveloppes consistantes ont été même remises aux vainqueurs. Le rendez-vous est donc pris pour la 5e édition. On va passer au rappel de titres avant de nous quitter. La situation économique tant nationale qu'internationale a fait l'objet de la troïka spéciale présidée ce mardi par le Premier ministre Matata Ponyo. Sur le plan national, le taux de croissance est resté à 7,7%, largement au-dessus de la moyenne des pays subsahariens. Les guichets de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo ont rouvert ce 5 avril à travers toute l'étendue du pays. Ceci est la conséquence des concertations clôturées lundi entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement de la République. Retour sur ce plateau dans quelques minutes. Restez avec nous. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. La petite musique de la revue de presse avec Charlotte Iboaba, bienvenue. Merci. À la une de votre revue, la tête de Matata prise à prix. Oui, un titre de quotidien, La prospérité et Forum des As, Gloria qui en parle en couverture à quelques différences près. Et celle de Forum des As qui ajoute Garo précédent en sud-africain. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de la réflexion d'un intellectuel congolais sur Afrique Unie. Celui-ci s'interroge à haute voix sur les conséquences d'une déstabilisation des institutions de la République avec en ligne de mire la primature. Et si Matata Ponyo arrivait à quitter ses fonctions sous la pression des politiciens qui veulent tantôt se maintenir au pouvoir ou ceux qui cherchent à le conquérir, selon donc cet intellectuel, le pays se trouvera encore face aux graves incertitudes. Et pourquoi cela? Eh bien, la prospérité est nôtre que parce que lorsque les personnes incarnant la performance économique et la discipline financière budgétaire sont déstabilisées pour des raisons politiciennes relatives à l'accès aux finances par les courtisans et autres patrimonialistes, les experts internationaux, les investisseurs décryptent ces stratagèmes rapidement. Inéluctablement, l'économie en pâtit. L'économie sud-africaine récemment a fait les frais d'une gestion clientéliste du président Zuma qui a tenté de placer sans succès son proche, son profil
au ministère des Finances, rappelle ces tribunes parues dans Afrique Unie. Poursuivons avec un coin de voix levé sur, je cite, la haine sans cause que l'on voit Jean-Marie Kassamba, président de l'UNC Kinshasa. Eh bien, l'UNPC Kinshasa, eh bien, Gloria, c'est l'affaire du communiqué qui a soulevé du sable dans le chef des détracteurs qui n'ont fait que manifester leur animosité envers le président de l'UNPC Kinshasa. Ne dit-on pas qu'une information est une arme tranchante à double facette? N'appartiendrait à un snob d'encourager cette démarche amorcée par ces aigris en mal de gloriole qui ne réalisent pas que Jean-Marie Kassamba a évité de réveiller toutes les sensibilités négatives. Ils sont pardonnables, souligne le journal Point Chaud, mais voulant nuire à tout prix à un réseau se balade dans chaque maison de presse de la capitale avec une campagne d'intoxication contre le président de l'UNPC Kinshasa. Mais la question que tout le monde se pose, Gloria, et j'ai pari que cette question trouvera à sa réponse, c'est qui est derrière ces opportunistes? Autre titre en ligne, c'est la situation au Congo-Brazzaville. Africatem Kirele, cette info indique que la Cour constitutionnelle de la République du Congo a publié les résultats finaux de l'élection présidentielle qui a couronné le président sortant Denis Sassou Nguesso. Les résultats annoncés par les juges en chef ont démontré qu'il a été réélu avec 60% des votes du 20 mars dernier. Son adversaire Guy Brice Parfait Kolela a récolté 15% de voix et Jean-Marie Michel Mokoko a terminé au 3e rang avec 14% des appuis. Et les résultats finaux dévoilés soulignent Jeune Afrique pendant que des violences frappaient la capitale Brazzaville. Des violences provoquées selon le gouvernement congolais par une attaque menée par un nombre indéterminé d'hommes armés contre des bâtiments publics. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, les assaillants avaient attaqué une position militaire, 4 commissariats de police, incendié la mairie de Makelekele et commis des faits et diverses exactions sur les populations civiles, les contraignant à fuir. Qui sont ces assaillants, s'interroge Guinée-Conakry Info. Le pouvoir a accusé illico presto les anciens miliciens des ninjas, Nsiloulou, d'être à l'origine de ces attaques et a promis de diligenter des enquêtes pour retrouver rapidement les auteurs présumés de cette flambée d'insécurité. Aussi de rajouter qu'en ligne de mire, les autorités congolaises voient naturellement le pasteur Ntoumi de son vrai nom, Frédéric Mbinsamou. C'est le réveil des années de braise, cette horrible décennie 90 qui a vu le Congolais se diviser, se déchirer, s'entretuer terriblement. La situation est désormais maîtrisée, renchérit RFI en ligne. Le pasteur Ntoumi nie toute implication. L'opposition qui dénonce une manipulation du pouvoir exige des preuves. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Charlotte Dubois, pour votre revue de presse. Merci à vous aussi, Gloria Mbouya. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.